ancrées dans le corps. Et donc on peut, en passant directement par cette intelligence du corps, on peut l'appeler intelligence émotionnelle, intelligence du corps, peu importe, après tout, aborder une situation qui a été bloquée, qui a empêché cette personne de se réaliser, de s'épanouir, en quelques séances. Et quand j'ai vu ça, j'étais le premier surpris. Parce qu'au début, j'y croyais pas trop. Et je me disais, mais comment c'est possible? Et c'est comme ça que je l'explique. Alors, il y a d'autres exemples que je pourrais vous citer. Je ne vais pas développer. J'ai promis à Thierry de vous donner la parole rapidement. Et je pense que c'est mieux de faire comme ça. Est-ce qu'on peut donner le micro aux auditeurs de façon à ce que je puisse répondre à vos questions, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai commencé à aborder, ou de façon plus générale par rapport à l'intelligence émotionnelle. Voilà, que, comme vous êtes un public assez disparate, différent, je sais qu'il y a des coachs ici, il y a des managers, il y a des profils très différents. Je préfère vous donner la parole et répondre au fil de l'eau à vos questions. Voilà, je pense qu'on a souvent du mal à mettre des mots sur nos émotions. D'abord, les émotions, on les refoule assez souvent. On n'a pas cette éducation à exprimer ses émotions, il y a de la pudeur. Comment faites-vous pour aider votre coaché à justement identifier l'émotion via le ressenti qu'il a à ce moment-là, pour pouvoir mettre des mots justes? C'est pas si facile. Katia Vermès, pour les présentations. Alors, comment fait-on pour mettre des mots sur nos émotions? Je vois deux manières d'appréhender nos émotions. La première, effectivement, et c'est celle que j'ai connue, comme vous probablement, c'est celle, à travers entre autres le courant de la communication non violente et d'autres courants dans ce style, qui apportent énormément, je trouve, de valeur ajoutée par rapport à la gestion, entre guillemets, de nos émotions. Et alors, comment ? Je disais tout à l'heure que les émotions se situaient entre la pensée et le corps. Nos émotions, moi, mes émotions, quand j'essaye de mettre des mots dessus, je vais interroger plutôt mon cerveau. Et donc, je vais lui demander de quoi il s'agit. Et très rapidement, il y a des choses, des mots qui vont émerger. Ça va être la peur, ça va être la joie, ça va être... Mais c'est une étape. C'est une étape parce que, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai identifié une émotion qui se manifeste dans mon corps. Parce que, comme on disait tout à l'heure, l'émotion, elle prend racine, elle s'enracine dans le corps. C'est à partir du corps qu'elle va se manifester. Et je viens à la deuxième manière, qui n'est pas contradictoire, d'utiliser nos émotions. Donc je peux nommer mon émotion, ça va m'aider, ça va aussi me sécuriser. Parce que tant que je n'ai pas mis de mots sur mon émotion, je ne vais pas être très confortable. Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas où c'est. Elle se manifeste, mais j'ai du mal à identifier à quel endroit elle se manifeste. Donc je vais mettre, entre guillemets, une étiquette sur une manifestation sensorielle. Bon, très bien. Je me sens mieux parce que j'ai pu identifier mon émotion. À partir de là, je peux me poser des questions sur ok, j'ai cette émotion, c'est quoi mon besoin qui est derrière? Parce que le but d'identifier une émotion, c'est de savoir de quoi j'ai besoin, de répondre à mon besoin. Et donc je vais répondre à mon besoin
et continuer un processus qui est décrit dans l'ouvrage, qui me permet petit à petit de gérer cette émotion à partir de la situation qui a provoqué cette émotion. Ensuite, en identifiant mon émotion en y mettant un mot, effectivement. Et à partir de là, en m'interrogeant sur le besoin qui émerge de cette émotion, parce que si par exemple, je suis triste, c'est important de savoir quel est ce besoin, en sachant que déjà identifier mon émotion va me soulager, va me faire du bien. Mais je vais aller plus loin et je vais me poser la question de savoir quel est mon besoin. Maintenant, cette approche et le processus qui suit, puisque c'est un processus qui est un peu plus long, on peut aller plus loin, jusqu'à l'action, jusqu'à la résolution du problème et l'action, peut être accéléré par une approche plus directe, comme je le disais tout à l'heure. Mettre un mot, c'est une chose, mais c'est une démarche cognitive, intellectuelle. Et je peux aussi, comme je le dis, je peux aussi l'appréhender directement. Me mettre en relation directe avec l'émotion dans mon corps. Et là, on n'est plus dans une démarche, dans une logique cognitive, et on passe dans la logique émotionnelle, dans la logique corporelle. Et le fait d'identifier cette émotion, même si je n'ai pas mis de mots dessus, va me soulager. Voilà ce que j'ai envie de répondre. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Les deux approches. Les deux sont complémentaires et utiles et fonctionnent. Je voulais juste peut-être préciser, vous entendre préciser, parce que moi j'en suis capable, c'est finalement ces manifestations corporelles. Il suffit que la personne soit là, qu'elle entende, qu'elle parle, ou qu'elle intellectualise quelque chose, elle va les ressentir et elle va se sentir mieux, ou vous avez moyen de vous constater que là il s'est passé quelque chose chez votre coaché. Comment vous interrogez ce corps? Alors, comment interroger ce corps? J'ai envie de dire, en étant à l'écoute, plutôt que d'être dans une démarche d'interrogation, de questionnement, c'est d'être plus dans une démarche d'écoute, de réceptivité. Et quand vous courez, vous vous laissez vous cognez contre un arbre ou quoi que ce soit, vous avez des sensations. Vous ne pensez pas vous questionner pour savoir quelle est cette douleur. Eh bien, l'émotion, comme elle s'enracine dans le corps, c'est la même chose. C'est-à-dire que plutôt que de passer par l'intellect, vous allez la vivre directement, la sentir. Comme vous sentez une douleur quand vous vous cognez contre un obstacle. Exactement de la même façon. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus direct. La différence entre une sensation et une émotion, la sensation c'est un signal, une information que le corps vous donne, qui peut être agréable ou désagréable, qui peut se situer, qui peut commencer par un mal de ventre, un mal de tête, une nuque tendue, par une contraction au niveau de l'épaule, etc., etc. Ça peut être toute forme de sensation. Une émotion, c'est un complexe de sensations. C'est-à-dire qu'à partir d'une émotion, on va avoir 2, 3, 4 sensations différentes. Mais c'est la même chose. Le principe, c'est qu'il suffit d'écouter ces sensations. Et du coup, il y a comme un soulagement qui se fait, comme quand on va mettre
des mots sur une émotion. C'est pareil. Sauf que dans l'un, on passe par le mental, et dans l'autre, on passe par le corps. Je vais peut-être poser une question à Gilles. L'intelligence émotionnelle vient des États-Unis. C'est quelque chose qui était, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, qui existait dans le monde de l'entreprise. On gérait, on manageait avec les émotions. Ensuite, les process ont eu tendance à gommer un petit peu les émotions dans le management. Est-ce que tu peux nous dire, par rapport à des équipes, qu'est-ce que travailler sur l'émotion dans un coaching, qu'est-ce que ça apporte au manager dans la gestion de son équipe? Alors, ça tombe bien parce que aujourd'hui j'ai accompagné les managers, les directeurs, pour les aider à mieux appréhender leurs émotions et mieux gérer les émotions de leurs collaborateurs. Alors, comment? La première étape que je leur ai demandé de faire, c'est de développer leur capacité d'attention. Leur capacité d'attention, non pas de ce qui se passe à l'extérieur dans un premier temps, mais de ce qui se passe à l'intérieur. Et vous savez qu'on a une capacité de perception de ce qu'il y a à l'extérieur, quand on regarde à l'extérieur, quand on entend les bruits, mais aussi on a une capacité kinesthésique de sentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et en tant qu'être humain, nous sommes des êtres émotionnels et nous avons une vie émotionnelle à l'intérieur du corps qu'on peut utiliser. Et un manager, comme un père de famille, comme un ami, un manager a une expérience intérieure. Alors, cette expérience intérieure, il va s'en servir pour accompagner ses collaborateurs. On a parlé beaucoup d'empathie avec Carl Rogers. L'empathie, c'est une des fonctions du manager, c'est d'être capable de sentir ce que son collaborateur vit. Si un collaborateur vit une émotion, des émotions, il est important de les prendre en compte, parce que si le manager ne prend pas en compte ces émotions, lors d'une réunion par exemple, il y a de fortes chances que cette réunion ne soit pas aussi efficace que si cette émotion n'est pas prise en compte. Vous savez bien qu'une émotion qui n'est pas prise en compte va ralentir le fonctionnement cérébral, l'efficacité de la pensée. Donc, il est important qu'un manager, surtout aujourd'hui, dans une période où la complexité est de plus en plus importante, prenne en compte cette dimension émotionnelle chez ses collaborateurs. Mais pour le faire avec ses collaborateurs, il a besoin lui-même de se développer, de développer cette capacité d'attention qu'il a sur lui-même. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va muscler un sportif pour augmenter ses performances? Et bien, un manager, on va muscler ses capacités d'attention de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et du coup, en étant plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de lui, il va pouvoir non seulement, lui, agir de manière consciente, et non plus subir ses émotions, mais aussi il va pouvoir accompagner d'une façon plus complète ses collaborateurs. Et dans leur dimension intellectuelle, bien sûr, mais aussi dans leur dimension affective. Ceci demandant, évidemment, un travail sur lui-même au départ. Parce qu'on ne peut pas accompagner une personne, les émotions d'une personne, si soi-même, on n'a pas sollicité cette aptitude. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Thierry? Tout à fait. Surtout qu'il y a des réunions d'entreprise qui passent beaucoup de temps pour rien, mais c'est important.
Complètement. Complètement. Parce que s'il vient vous voir en tant que coach, encore une fois, je leur dis, c'est important, c'est parce qu'il n'a pas pu le faire tout seul. Et s'il n'a pas pu le faire tout seul, je pars de l'hypothèse qu'il y a un frein émotionnel, quelque chose qui l'empêche, qu'il n'arrive pas à voir. Et s'il n'arrive pas à le voir, ça veut dire qu'il va peut-être se servir seulement de son intelligence cognitive. Voilà sur quelle hypothèse je pars. Parce que je pense qu'il est aussi intelligent cognitivement que moi, mais il ne va pas penser utiliser ou n'utilise pas suffisamment son intelligence émotionnelle, pour des raisons culturelles. Est-ce qu'on peut dire que le fait justement d'identifier ces émotions, est-ce qu'on peut dire émotion est égale à intuition? Parce que le fait justement de ressentir dans son corps les différentes émotions par rapport aux événements permet justement de pouvoir être adapté, ou est-ce que c'est... Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir des émotions erronées en fait? Des émotions erronées? Oui. Par rapport à une situation, est-ce que le fait d'avoir des lectures, parce que vous parlez de traumatisme, peut être justement lié au passé? Alors, ça me renvoie à une phrase, le corps a toujours raison. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une émotion erronée. Pourquoi? Tout simplement parce que une émotion, c'est l'émergence d'un conflit. C'est l'émergence d'un conflit qui se situe entre notre système de croyances et notre environnement à un moment donné. Il y a comme une dissonance entre la situation que le coaché vit et son histoire. Ce que je n'ai pas dit, c'est que son système de croyance est figé, bien sûr. Un système de croyance, il n'est pas mobile, il ne s'adapte pas au changement. Et il reste tel qu'il est. Et sa fonction, c'est effectivement de rester tel qu'il est. Pourquoi? Parce que il a vécu, par exemple, une expérience difficile il y a 10 ans. Il a résolu le problème d'une certaine façon. Et cette résolution va se répéter systématiquement. Mais le contexte change. L'environnement du problème n'est plus le même. C'est là la limite du système cognitif. C'est qu'il était adapté au moment où le problème était apparu lors du traumatisme, mais il n'est pas forcément adapté à un problème qui va arriver demain. C'est là que l'intelligence émotionnelle entre en jeu. Mais une émotion n'est jamais une erreur. Dire qu'une émotion est une erreur, c'est avoir un regard très cognitif des émotions. Vous avez parlé, non? Non? Vous n'avez pas levé la main? Ah bah si, pas mal. Moi, je me posais la question, en fait, si finalement, au lieu que ce soit l'émotion qui était erronée, c'était pas plutôt l'interprétation qu'on en faisait qui était erronée. Voilà. Alors oui, effectivement, tout à fait. Là, je vous rejoins. L'interprétation. Alors c'est important ce que vous dites parce que quand on parle d'interprétation, on se situe, je le répète, au niveau cognitif. C'est la pensée qui interprète. Et une émotion, on va lui mettre un nom, un mot, un concept, on va l'étiqueter. Et on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là, c'est-à-dire interpréter l'émotion d'une certaine façon. Mais ça reste encore au niveau cognitif. Ça peut correspondre, parce que l'instrument cognitif est fin et complexe aussi. Mais il ne sait pas changer sa manière d'appréhender les choses. Donc,
si j'ai une émotion, il va avoir tendance à l'appréhender d'une même façon. Hein, comme on disait tout à l'heure, j'ai une façon que j'ai apprise. Je peux apprendre d'autres manières, mais je ne peux utiliser mon émotion à partir du mental que avec ce que j'ai appris dans le passé. À moins que j'utilise ma créativité, à moins que j'utilise une autre forme d'intelligence. Donc oui, effectivement, il peut y avoir là une mauvaise interprétation de l'émotion. Et tout se joue dans l'interprétation de l'émotion. C'est pour ça que l'approche directe par le corps me paraît intéressante, parce qu'on évite peut-être, en gagnant du temps, on gagne du temps et on évite peut-être une mauvaise interprétation. Voilà. Gilles, tu peux nous parler de la situation quand tu es en vis-à-vis dans ton coaching. La situation, qu'est-ce que tu fais du transfert dans la posture